Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous suivre. Ceux qui se sont déjà abonnés à YouTube, un grand merci à vous. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez-y vous abonner sur YouTube. On essaie de grandir un peu cette communauté-là. Si vous préférez évidemment les versions audio, on est partout sur toutes les plateformes où vous téléchargez vos balados préférés. Évidemment, on est sur Instagram, Facebook, Twitter ou X maintenant, littéralement partout. Donc, allez nous suivre et abonnez-vous lorsque vous pouvez. Salim, ça va bien? Ça va bien, merci et toi? Super, super. Les fêtes de Noël arrivent rapidement, puis on a eu les enfants toute la semaine cette semaine. Donc, ben oui, cette grève qui ne finit plus, on n'a pas le temps, on n'a pas le choix, là. Exact. On va avoir, juste pour l'information de tout le monde, on va avoir, je pense, encore un épisode avant qu'on termine pour les fêtes. On essaie de faire quelque chose de spécial, on va voir. On ne veut pas trop promettre non plus, mais on prépare une belle petite visite au studio comme dernier épisode de cette année-là. Et on va évidemment parler aussi de toute l'année qu'on a eue, puis tout ça, dans le prochain épisode. Merci à, j'oublie son nom, mais on a eu des commentaires sur YouTube. Steve, c'est ça. Merci à Steve pour les commentaires sur YouTube qui nous disait que les derniers épisodes, ils semblent un peu trop lents, il y a un lag. Comme Salim a mentionné, c'est de nouvelles caméras. On est en train d'enregistrer en 4K. Ça se peut fort bien qu'il y a eu des problèmes avec les logiciels qu'on utilise, donc on essaie quelque chose de nouveau. Steve, il y avait Philippe aussi qui avait confirmé ce que Steve avait observé. Donc, merci pour ça. Écoutez, on n'est pas des professionnels. Hein. On fait ça parce qu'on s'amuse, premièrement, puis on veut évidemment avoir une bonne qualité pour vous. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, faites-nous en signe. Puis, si jamais ce qu'on essaie maintenant de faire fonctionne mieux, dites-nous-le. Dites-nous ce que vous en pensez. Passons maintenant aux nouvelles de la semaine. Salim. Nouvelles de la semaine qui sont aussi les nouvelles un peu de la fin des sessions parlementaires à Québec et à Ottawa. Où est-ce que tu veux qu'on commence? Oh, comme tu veux. On peut commencer par Ottawa si tu préfères. Ottawa, parfait. Ben, il y a un scandale à Ottawa. Ouais, scandale, le mot est fort, par exemple. Scandale, le mot est fort. Mais disons qu'il y a... Ce qui est étonnant, puis on va dire aux gens de quoi on parle. On parle du président nouvellement élu de la Chambre des communes, Greg Fergus. Ben, juste un petit peu, juste pour rappel, hein, il y a eu la visite du président ukrainien. Il a remplacé Anthony Rota qui s'est embarrassé complètement en amenant on en avait nazi, parlé, c'est ça. On en avait parlé sur notre podcast. En tout cas, donc c'est celui qui lui a succédé officiellement. Donc qui a pris comment dire, les rênes du Parlement il y a quoi, un mois et demi? Deux mois. Environ 2 mois, ouais, c'est ça. Il est quand même nouveau, mais il est nouveau dans sa position de président. Exactement. Il n'est pas nouveau comme député. Il sait exactement comment les procédures fonctionnent. Il sait très bien que le président de la Chambre, c'est une personne qui est neutre, qui est impartiale. Oui, puis il me semble qu'il avait occupé des fonctions politiques qui étaient non élues dans le passé. Hein, donc, c'est pas un nouveau en politique non plus, là. Puis lui, il se trouve un peu dans l'embarras ces jours-ci parce qu'il y a une vidéo qui a circulé de M. Fergus, habillé dans sa tenue dans sa toge de président de la Chambre des communes, ouais. Qui livre un message de remerciement, de félicitations au leader, au chef du Parti libéral d'Ontario, John Fraser. Il vient d'avoir leur convention. Ils ont sélectionné un nouveau chef, une nouvelle chef, en fait. J'oublie son nom, mais c'est pas grave, c'est pas important. Puis dans cette convention-là, une vidéo apparaît de M. Fergus qui félicite M. Fraser. J'imagine qu'ils sont des amis. C'est correct qu'ils soient des amis. Sauf que maintenant, là, tu as des responsabilités autres que celui de seulement un député en chambre qui te permettent d'aller faire des commentaires, des vidéos, des félicitations. Tu as un devoir de neutralité absolue et totale. Exactement. Donc, il y a cette vidéo qui circule. Puis là, les députés commencent... Ben, c'est pas la chicane qui s'est pognée à Ottawa, mais je comprends
parfaitement la frustration des députés en Chambre qui se demandent, coudonc là, est-ce qu'il est au courant, lui, qu'il ne peut pas être partisan comme président? Parce que dans son rôle de président, il faut qu'il soit au-dessus de tout soupçon partisan, parce qu'il préside tous les travaux. Alors oui, c'est vrai qu'il se fait élire avec un parti politique, mais lorsqu'il est président, et bien évidemment, pour que les autres partis politiques puissent lui accorder sa confiance, et bien il doit s'assurer d'être exempté de tout reproche de nature partisane. Alors, écoute, je crois que M. Fergus a tenté de s'expliquer un petit peu en disant que bon, c'était une personne qu'il connaissait de longue date, qui n'a rien à voir avec son parti politique puisqu'il s'agit du Parti libéral de l'Ontario et non pas son parti de Parti libéral. Mais... Non, mais je comprends. Non, on est dans un monde de perception. Hein, je comprends. Je te donne la version de Monsieur Fergus qui dit que c'est une vidéo qui aurait pas dû être publique, qui aurait dû être privée, donc qui aurait jamais dû sortir et que c'était dans le fond un petit message amical pour quelqu'un qu'il connaît bien et qui quitte la politique, je crois, hein, parce qu'il n'est plus membre, il est plus le chef du Parti libéral de l'Ontario, cette personne-là, et donc voilà. Alors, c'est sûr que devant ça, qui est effectivement une entorse, surtout que cette vidéo-là a été prise. En plus, on pouvait percevoir que Greg Fergus était à la Chambre des communes. On peut percevoir qu'il portait sa toge de président. Donc ça a donné vraiment des allures encore plus officielles. Alors, c'est sûr qu'il y a une entorse, là. Ça, c'est certain. Et puis, oui, tu sais, genre le Parti conservateur, le Bloc québécois, ils ont vu quelque chose de pas correct. Puis, particulièrement, une personne. Andrew Scheer, ancien chef du Parti conservateur, mais aussi ancien chef de la Chambre des communes. Ancien président de la Chambre des communes. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui connaît cette job-là pour l'avoir occupé pendant, je pense, 4 ans, c'est bien lui. Et connaît donc très bien les règles à la lettre. Eh bien, forcément, il n'a pas manqué de sortir ça. Alors, c'est un peu ça qui s'est passé. Écoute, j'ai envie de te dire que l'erreur, elle est là. En fait, j'ai envie de te dire, c'est un rookie mistake pour quelqu'un qui n'est pas un rookie. Mais c'est des erreurs, Salim, qui ne peuvent pas se faire. C'est la première fois que je vois ça. Tu sais exactement ce que ce rôle-là représente, ce que cette position-là représente. Premièrement, qu'est-ce que tu as à envoyer une vidéo à un parti politique provincial? Tu es le président du Parlement canadien. C'est fini, ça. Tu sais, ces jeux-là. Puis, tu sais, l'excuse que c'était une vidéo qui était privée. Quand il n'y a rien qui est privé, tu es un élu, tu es un personnage public, tu fais une vidéo, tu peux pas t'attendre qu'elle reste privée, cette vidéo-là. Oui, non, je sais, mais moi, en fait, ce que je voulais dire surtout, dans le fait que ce soit privé, le fait que ce soit privé ne doit pas excuser quelque chose qui pourrait être de nature partisane. La question que moi, je me pose, et honnêtement, j'ai pas la réponse, j'ai pas suivi le comité là-dessus. D'abord, j'ai pas beaucoup de temps pour ça, mais en plus de ça, franchement, c'est pas un sujet qui est extrêmement important, là. Mais est-ce qu'il savait que ça allait être diffusé dans un événement partisan? Pensait-il que c'était, je sais pas moi, juste une gang d'amis qui s'envoyaient des messages parce qu'il a quand même le droit d'avoir des amis quand bien même il serait en politique? Ça aurait pu être un ami d'un autre parti politique. Là, bien sûr, la perception est mauvaise parce qu'il s'agit de son propre parti. En tout cas, pas son propre parti. Mais d'un parti idéologiquement similaire. Mais admettons si ça avait été son ami, mais qui était au Parti progressiste conservateur de l'Ontario, mais que c'était un ami, je sais pas moi, ils ont grandi ensemble ou peu importe quoi, puis ils avaient fait la même chose. Est-ce que ça aurait le même effet? On le sait pas. Donc comprends-moi bien, hein, je pense que c'est une énorme erreur qu'il a faite. Hein. Je suis pas en train de le dédouaner. Je suis juste en train de dire que fondamentalement, je ne suis pas certain que cette vidéo-là avait nécessairement un impact tel où on pouvait remettre en question
comment dire, sa neutralité. On peut remettre en question son jugement. Oui, ça, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais peut-être pas sa neutralité. Donc, est-ce que ça valait la peine de réclamer sa démission? J'ai envie de te dire, en tout cas pour ma part, j'ai envie de te dire c'était un peu du 50-50. Hein, c'est-à-dire, oui, c'est assez gros. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que si j'avais été conservateur, bloquiste, néo-démocrate ou même indépendant, je me serais senti, bon, ben, le gars est plus capable de faire sa job. En revanche. Par contre, exact, parce que c'est ça finit pas là. Alors, à peine les députés ont reçu le rapport du comité qui s'est penché sur la question, qui disait, ben, nous, on recommande non pas une démission, mais, comment dire, une espèce d'amende qu'il allait payer ou rembourser les frais de ce que ça aurait pu coûter. Bon, je pense pas que ça aurait coûté grand-chose anyway. Là, je veux dire, tu prends un iPhone, tu fais une vidéo, tu portais un vêtement parce que tu sortais d'une salle. Je veux dire, je ne crois pas que ça ait vraiment... Mais en tout cas, qu'il y avait une espèce de conséquences financières à ça. Là. Il aurait payé, je sais pas moi, une coupe de $100 ou, je sais pas moi, $2000. Je sais pas, je dis ça au hasard, j'ai aucune idée. Et aussi, je pense, j'ai lu quelque part qui ont aussi recommandé qu'un guide soit écrit avec les procédures à suivre. J'ai du mal à croire que le guide n'existe pas déjà, honnêtement. Moi aussi, j'ai du mal à croire qu'il n'existe pas. Mais peut-être qu'ils vont le formaliser, je ne sais pas. Toujours est-il que tous les députés, y compris ceux qui ne sont pas présidents, savent très bien que le président ne doit pas faire quelque chose comme ça. Fait qu'on ne le comprend pas pourquoi M. Fergus a fait ça. Cela dit. Puis c'est ça c'est tout nouveau, hein? C'est tout frais là encore. Là. C'est qu'on apprend toujours de M. Scheer, Andrew Scheer, qu'il y a eu un autre événement partisan auquel il a participé. Puis celui-là, disons que... Non, lui, c'est grave. Moi, j'ai presque envie de dire que cette situation-là est peut-être plus grave que la première. Oui. Parce que si la première, bon, mais c'est pas clair, tu sais, il a le droit de féliciter un ami, mais tu sais, il l'a fait de manière très maladroite et dans un contexte qui n'aurait pas dû se faire. Puis la vidéo n'était effectivement pas privée puisqu'elle s'est retrouvée dans un événement partisan, donc par définition, n'est plus privée. Mais si on lui donnait le bénéfice du doute du premier événement, on lui donne moins le bénéfice du doute dans celui-là. En tout cas, ça paraît mal. Hein. On n'a pas encore tous les détails. Ça s'est sorti il y a pas longtemps. Mais dans le fond, c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais écoute, il est allé dans un événement partisan, dans une circonscription voisine à la sienne, dans la région de l'Outaouais, auprès d'une députée libérale. Alors ça, j'ai envie de te dire que l'étau commence à se refermer sur M. Ferguson. C'est sûr et certain que tu peux pas ne pas savoir que tu ne peux pas participer à des financements partisans. Tu peux pas faire ça. Il n'y a pas d'activité de financement. C'est-à-dire que comme député... Je sais pas si c'est un financement, mais en tout cas, c'est une activité partisane. Je veux pas rentrer trop dans les détails parce que je sais pas. De toute façon, un et l'autre. L'un ou l'autre, bien sûr. L'un, c'est la même chose que l'autre, sauf que tu sais, quand tu fais un événement c'est un appui. De financement, c'est un appui. C'est un événement partisan aussi. Là, je sais bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne sais pas si l'activité partisane en question était une activité de financement. Okay. Parfois, il peut y avoir des activités partisanes qui sont pas... ou whatever. Des choses qu'il n'y a pas de financement. Mais il reste que c'est... Ta présence, ta présence fait la promotion de cet événement. Donc, même si ce n'est pas quelque chose de financier, puis en plus de ça, ça vient dire aux gens, je suis libéral. Or, même si, techniquement parlant, il l'est, dans ses nouvelles fonctions de président, il ne l'est pas. En tout cas, il l'est au sein du Parlement et à l'extérieur du Parlement. Il ne devrait plus. Le seul moment où il est libéral, aujourd'hui, c'est quand il y a une campagne électorale puis qu'il y a son visage sur une pancarte électorale. Parce que le Parlement est fermé. Donc, techniquement, il n'occupe même pas ce poste-là. C'est cette fonction-là.
Exactement. Il a juste le droit de faire campagne pendant une campagne électorale. Et pourquoi c'est important? Parce que pour les gens qui ne savent pas, c'est que le président de la Chambre, il est élu par tous ses collègues, par la Chambre ancienne, par les députés conservateurs, par le député du NPD, des Verts, tout le monde. C'est comme un juge au Parlement. Exact. Il doit être au-dessus de tout soupçon de partisanerie. Donc, parce qu'il y a des moments où il va imposer des décisions au nom de la présidence, au nom de la Chambre des communes. Il va imposer des décisions qui pourraient être défavorables à un parti ou à un autre. Et la seule façon pour ces partis-là, qui ne sont pas le parti dont lui-même est issu, la seule façon pour eux de se dire, bon, ben, c'est une décision qui est juste, qui n'est pas teintée de partisanerie, c'est que le président démontre et fasse patte blanche. Et là, il se trouve que le premier événement a semé, j'ai envie de te dire, un doute. Tu sais, on peut donner un petit bénéfice du doute. Ça démontrait un manque de jugement, mais quand même, on peut laisser un certain degré de bénéfice du doute. Dans le deuxième, si c'est effectivement de la manière dont M. Scheer l'a présenté, là, George, j'ai envie de te dire que ça se peut qu'il passe pas Noël moi je trouve au Parlement. Mais t'as raison. Puis moi, je suis d'accord avec les conservateurs et les bloquistes. On ne va pas les oublier parce qu'eux aussi font de la pression. J'ai lu quelque part que les bloquistes ils ont même arrêté de l'appeler Monsieur le Président. Ah oui? Ouais, j'ai pas lu ça. Ouais, dans les interventions. Mais alors comment ils l'interpellent? Ben, ils disent pas Monsieur le Président. Tu sais, je sais pas. Ils commencent à parler, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils font. S'ils l'appellent Monsieur le député, peut-être? Je sais pas, mais ils ont arrêté de s'adresser à lui comme Monsieur le Président. Ouais, donc il s'adresse à lui avec son titre de député, Monsieur le député de Hull, je crois. Ouais, dans l'Outaouais quelque part. Donc, je trouve qu'ils ont raison à 100% et c'est un grave manque de jugement. Et c'est sûr que les libéraux, ça serait embarrassant d'avoir un deuxième de leurs députés gaffé dans cette position-là. Ils continuent à l'appuyer et je comprends un peu leur position parce qu'ils veulent juste mettre ça derrière eux, mais la position, là, la place du président, c'est quelque chose de très important. Ça garantit, comme tu as dit, la neutralité du débat. Ben, pas du débat, lui, tu sais, c'est lui qui doit s'assurer qu'il n'y a pas de partisanerie dans les débats et il ne prend pas une place ou une autre dans ces débats-là. Je pense qu'il a fait une grave erreur. Je pense que si j'étais au Parlement, je serais d'accord avec les conservateurs ou les bloquistes. D'après moi, il doit démissionner. Oui. Ben, écoute, regarde, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je vais juste dire une chose pardon, que j'avais déjà dite au moment où Anthony Rota avait démissionné de son poste de président. C'est que, alors, moi, lorsqu'un président commet une bourde aussi importante, aussi grosse, qu'il est à démissionner, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on attribue au gouvernement une erreur de nature parlementaire. Il ne s'agit pas... L'erreur de M. Fergus, admettons, là, ou les erreurs de M. Fergus, admettons, je ne crois pas que ce soit le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui en soit responsable. Non. Mais je sais que lorsque les conservateurs et les bloquistes s'attaquent à M. Fergus, en réalité, ils s'en foutent complètement de lui. Oh non, c'est clair. C'est parce qu'ils veulent coller cette étiquette que les libéraux, qu'importe la responsabilité qu'on leur donne... Ils peuvent pas, ils sont pas à la table. Voilà, ils sont pas là. Ouais. Ils sont pas là, exactement. Ouais. Tu sais, genre, s'ils sont ministres, ils sont pas bons. S'ils sont députés, ils sont pas bons. S'ils sont présidents de la Chambre, ils sont pas bons une première fois, ils sont pas bons une deuxième fois. Tu sais, je veux dire... Ça va vraiment mal pour Justin. Ils essayent de coller cette image-là. Je comprends que c'est la game politique. Je la comprends totalement. Mais je peux aussi comprendre qu'il y a une bonne partie des citoyens au Canada, beaucoup de Canadiens, qui regardent ça puis qui disent, pour ceux qui
qui le perçoivent, parce que tout le monde ne le percevra pas nécessairement, là, mais qui se disent « Ouais, mais je comprends que les conservateurs et les bloquistes sont là pour faire une job d'opposition, puis essayer de faire tomber le gouvernement, mais parfois, là, il y a un petit côté mauvaise foi derrière ça. Tu vas me dire, ça fait partie de la game, mais... Moi, je trouve pas qu'il y a de la mauvaise foi. Tu sais, t'es en politique, OK? Puis, tu l'as mentionné tellement de fois sur les ondes que la perception est très importante. Puis, souvent, c'est la réalité. Mais exactement. Donc, dis-moi que si toi, tu n'étais pas en opposition, tu n'aurais pas profité de ça pour attaquer les libéraux parce qu'ils sont incompétents. Puis, comme tu as dit, c'est juste une autre chose. En plus de toutes les autres choses qu'on vous critique, vous n'êtes même pas en mesure de nous proposer une personne qui est à la hauteur d'être président de la Chambre. Oui, mais alors encore, tu sais, je veux dire, puis là... Je donne l'impression que je suis en train de défendre le gouvernement. Non, je comprends que c'est séparé. Moi, je défends personne. C'est sûr que c'est pas le caucus libéral qui sont responsables de la gaffe du président. C'est 100%, t'as raison, absolument. Mais on joue sur la perception du fait que le président est issu du Parti libéral pour dire... Bon, ben, les scandales se suivent et se ressemblent. Et tu sais, puis tu sais, quand je te dis c'est de la mauvaise foi, c'est peut-être pas la bonne expression parce que oui, n'importe qui va l'utiliser. Puis ils ont le droit aussi de se sentir, comme parlementaire, ils ont le droit de se dire, bon, ben, ce gars-là, il risquerait d'être trop partisan pour nous, puis ça marche pas. Ils ont le droit, là, tu sais, je veux dire, je suis pas en train de leur reprocher un droit qu'ils ont. La seule chose sur laquelle peut-être j'aurais beaucoup tapé sur le fait que le président n'avait pas à faire ça, que je n'ai plus confiance en lui parce que je ne suis pas d'accord avec son jugement étant donné ce qu'il a fait. Je préfère taper là-dessus que d'essayer de jouer sur le fait que, regardez, un autre libéral qui est dans l'eau chaude, et le caucus libéral doit l'aider, puis le gouvernement libéral est en train de l'appuyer, puis il demande pas sa démission, contrairement à nous. Puis la réalité, c'est que, sincèrement, j'essaye d'imaginer, je le suis pas, là, mais j'essaye d'imaginer que disons que je suis une petite souris, là, puis j'écoute ce qui se passe derrière les murs, derrière les portes fermé du caucus libéral ou même du gouvernement libéral. Il y a beaucoup de gens qui se disent, on s'en fout de Greg Fergus. Ouais. Qui démissionne ou qui démissionne pas, là, fondamentalement, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, admettons Alessandra Mendez, qui serait présidente, etc. Ils s'en foutent complètement. La raison pour laquelle ils lui maintiennent sa confiance, c'est pas par excès de partisanerie. C'est simplement parce que on est le Canada, on est une des plus grandes démocraties sur cette planète, puis on vient de perdre un président pour une bourde qu'il a faite, qui, elle, était clairement justifiée et impardonnable. Là, c'est la bourde sur le soldat, une espèce de collabo nazi. Là, tu sais. Et là, 2 mois plus tard, on va changer. Alors déjà, on est un gouvernement minoritaire, on change une première fois, on change une deuxième fois, mais non, ça donne juste l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et moi, je te dirais une autre chose. Puis, je veux partir un peu de c'est à qui la faute, les libéraux ou non. Moi, je me pose sérieusement des questions au niveau du bureau du président du Parlement. Et je ne veux pas critiquer parce qu'on a de l'expérience avec le personnel, nous, de notre côté au Québec. Puis c'est des personnes formidables qui connaissent leur job parfaitement. Mais là, ça fait 2 reprises, là. Et on a eu cette discussion-là avec l'invitation du nazi au Parlement. Le personnel du président, il était où pour évaluer son discours en ce moment-là, pour évaluer ce qui se passe, le protocole, qui est invité, qui n'est pas invité, qu'est-ce qu'on va faire. Tout ça, là, ça tombe sous la responsabilité d'un directeur de bureau du président. On a posé une question, c'était un point d'interrogation. Est-ce que peut-être il y a quelque chose qui marche mal là-dedans? Bon,
On oublie tout ça, on passe à un autre chapitre, on a un nouveau président qui est élu. Est-ce que tu vas me dire que le personnel du bureau du président savait pas qu'il a filmé une vidéo, il savait pas que, qu'est-ce qu'il y a dans son agenda aujourd'hui? Événement partisan libéral, monsieur le président, peut-être vous pouvez pas aller là, on vous rappelle, voici les règlements. Peut-être qu'il s'était même pas inscrit. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je demande. Son bureau, là, ils sont où? Le staff, le personnel du bureau du président, que ce soit l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes à Ottawa, c'est un personnel non partisan également. Ouais. Ça se peut bien que ce soit des gens qui ne se concentrent que sur une chose, c'est sur le fonctionnement du Parlement, les règles du Parlement, etc. C'est-à-dire le fonctionnement de la Chambre des communes. Là, mais Salim, c'est pas le président qui fixe son agenda, là. Oui, mais la personne qui fixe son agenda, est-ce qu'elle a les... J'ai envie de dire... Je ne veux pas dire les compétences, mais est-ce qu'elle a cette réflexion-là? Est-ce qu'elle a... Non, mais c'est ça le truc. On revient à la question. Est-ce que la faute relève peut-être du personnel au bureau de la présidence? Je sais pas. Mais moi, je pense que la faute revient au président. Mais maintenant, lui a fait la faute, il a pris la décision, il dit c'est pas grave, moi je vais aller. Mais il doit avoir quelqu'un pour lui dire non, oui, mais tu peux pas faire ça, justement, ce staff-là était-il même au courant? C'est impossible qu'il soit pas au courant, Salim. C'est impossible. Oui, mais attends, honnêtement, je l'ai pas vu le vidéo, mais tu sais, le vidéo, s'il a été pris genre en 18 secondes dans un corridor d'Assemblée nationale avec un iPhone, là. Okay, ça se peut que c'était pas. Maintenant, si tu me dis... On oublie la vidéo. Si tu me dis qu'il a fait une vidéo, et c'est possible, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on lui demande de rembourser, mais si c'est une vidéo qui est allée dans le studio, parce que, tu sais, ils ont des studios, avec tu sais, les backdrops officiels du Parlement, etc., puis toutes les lumières, tu sais, tout le matin. Ça, c'est autre chose, là. Ça c'est sûr que ça devait être dans un agenda parce qu'il a bien fallu prendre rendez-vous. Booker le studio, exactement. Non, mais ça je veux bien. Mais ça, regarde, moi, je suis prêt à oublier la vidéo. Oublie ça. L'autre événement, là, il doit se déplacer. Le président de la Chambre, il y a un chauffeur. Je ne sais pas s'il y a un garde du corps. Peut-être non, mais c'est pas lui-même. Là. Il se chauffe pas. Il a un chauffeur, normalement. Donc, tout ça rentre dans un agenda. C'est organisé. Il y a quelqu'un qui planifie tout ça. C'est pas comme moi, il s'est réveillé un jour et il dit « je vais passer par là ». Ça marche pas comme ça. Donc, je sais pas. Moi, je pose encore la question. Le point d'interrogation, il demeure toujours là. Est-ce que peut-être qu'on devrait revoir... Moi, j'ai envie de te dire, tu sais, tantôt, tu parlais du guide. Bon, moi, je suis convaincu qu'il y en a déjà un, mais peut-être que c'est un guide il faudrait, je sais pas moi, dépoussiérer, mettre à jour et s'assurer que tout le monde le lise là, et le connaisse et le comprenne. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, s'il devait y avoir peut-être des ajustements à faire, c'est pas tant le guide, parce que les règles sont déjà connues. Moi, j'ai jamais siégé à la Chambre des communes, j'y ai jamais travaillé, puis je peux te dire que si j'y avais été... Je le savais déjà là, que c'était pas possible. Oui. Donc, je peux pas croire que lui, qui est député depuis 8 ans, puis qui est en politique depuis 30 ans, ne le sache pas. C'est une grande erreur. Mais par contre, peut-être qu'il est là le problème. Peut-être qu'effectivement, il y a des ajustements au niveau du personnel à faire. Mais sais-tu quoi? C'est des choses qui sont pertinentes dans notre système. Mais je trouve que c'est un sujet dont on a déjà trop parlé. Exact. Passons à... puisqu'on est à Ottawa, on va demeurer au Parlement. Au Parlement. Il y a eu des fins de session quand même bouleversantes, tant à Ottawa qu'à Québec. On va revenir à Québec, mais à Ottawa, Pierre Poilievre, tu peux dire ce que tu veux de Pierre Poilievre, mais il trouve une façon, en anglais, press the buttons. I'm gonna press your buttons. Quand tu dis tu peux dire ce que tu veux, moi, qu'est-ce que je dis de Pierre Poilievre? Non, pas toi nécessairement. Les gens, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui... Il semble aimer déranger. Moi, je vais aller... le bobo, là, moi, je veux aller vraiment... mettre mon doigt là-dessus, là, tu sais. La session termine
le Parlement doit voter pour la mise à jour économique qui a été déposée par Chrystia Freeland. Puis voici Pierre Poilievre qui je ne sais pas comment il a eu cette idée de forcer les députés à voter pour cette mise à jour économique straight pendant 30 heures, une affaire de même. Il a dit, regarde, nous, on veut couper la taxe sur le carbone, tu sais, la fameuse taxe de Justin Trudeau. Et si vous ne comprenez pas ça, ben on va vous garder. C'est comme un moyen de pression qu'ils ont utilisé en opposition. C'est comme, c'est ce qu'on appelle souvent dans le jargon un filibuster. Ouais. Donc, dans le fond, c'est que tu utilises tous les moyens parlementaires possibles pour retarder l'adoption de quelque chose ou le vote sur quelque chose, etc. Alors, c'est des centaines, si ce n'est pas des milliers d'amendements, sous-amendements qui ont été déposés. Puis figure-toi qu'ils ont demandé un vote par appel nominal à chacun de ces sous-amendements et à chacun de ces amendements. Donc, il fallait tout le temps se lever en chambre, etc. Bon, aujourd'hui, les parlementaires peuvent aussi voter à distance par moment, là, donc certains parlementaires qui l'ont fait à distance, mais c'est quand même la logistique. Là, il a gardé 30 heures d'affilée. 30 heures. 30 heures d'affilée. Alors, c'est ça. Écoute, je ne sais pas... Alors, d'abord, on s'entend, c'est pas quelque chose de très efficace parce qu'au final, t'avances quand même. Il savait que ça allait passer, mais il a dit, regarde, on va déranger. On va déranger. En même temps, je veux dire, lorsque c'est des syndicats qui font la grève et qui dérangent, les conservateurs sont moins contents là-dessus, hein, parce que c'est moins leurs amis. Mais par contre, ça frappe l'imaginaire. On peut donner ça. Puis je suis d'accord avec toi quand tu dis que Pierre Poilievre, il a le flair pour savoir où est-ce que ça fait mal et comment faire des coups d'éclat qui vont permettre aux gens de se rendre compte qu'il y a un enjeu ou qu'il est en train de défendre un enjeu. Puis Pierre Poilievre, il faut lui donner, là, il s'est fait élire la première fois en 2004. On est bientôt en 2024. George, ça va faire bientôt 20 ans. Là, je pense que c'est au mois de juin. Les élections de 2004 avaient lieu au mois de juin. Donc, ça va faire 20 ans au mois de juin qu'il est au Parlement. C'est quelqu'un qui est aguerri, qui connaît très bien les rouages du Parlement, connaît ça. Puis son leader... c'est l'ancien chef Andrew Scheer, donc qui a été aussi un ancien président de l'Assemblée, président de la Chambre des communes. Donc, on en parlait tantôt sur l'autre sujet. Donc, ils sont bien au fait de comment utiliser ça. Alors, écoute, ils ont été pas mal efficaces à se faire entendre. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, je ne veux pas dire que j'ai aimé ça, c'est juste que c'est évident qu'il fait ça exprès. Il sait que le but de ça, c'est juste pour déranger. Puis il le savait. C'est pas comme s'il était sérieux, là, Pierre Poilievre. Il était même pas là. Il s'était rendu à Montréal et a fait des tournées de synagogue. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est allé manger au 40 West, à un steakhouse dans l'ouest de l'île de Montréal. Évidemment, il votait à distance, lui. C'est public, ça? Ou t'es en train de vendre un scoop? Non. Il a été à 40 West. Puis, c'est sûr que, tu sais, il votait avec sa tablette à distance. C'est correct. Il vote quand même, il participe. Mais il n'est pas là, lui. Il s'en fout. Tu sais, il a fait ça juste pour nuire aux libéraux. Il dit, la dernière journée de la session, là, moi, je vais vous faire souffrir. Mais je vais juste te dire, regarde, moi, je ne crois pas que ça nuit aux libéraux. Est-ce qu'il y a des députés libéraux et autres, et potentiellement même de son propre camp, qui ont dû se dire, hey, c'est-tu inutile de nous faire rester ici pendant 30 heures. Il y en a certains qui n'ont pas dormi, d'autres qui n'ont pas mangé, d'autres qui se sont ramassés à signer des cartes de Noël pendant tout ce temps-là, d'autres qui ont dormi dans la chambre, à l'intérieur de la Chambre des communes. Tu sais, je veux dire, qui ont dormi, ils n'étaient pas couchés, là, tu comprends, mais qui fermaient les yeux. Connaître des clous. C'est ça, exactement. Alors, bref, tu sais, je pense pas que ça ait nuit aux libéraux. Par contre, c'est venu rappeler aux gens qu'il y avait cet enjeu-là, celui de la taxe sur le carbone, et que le défenseur
de ceux qui sont contre la taxe s'appelle Pierre Poilievre et le Parti conservateur est le parti qui défend les gens qui sont contre cette taxe et qui sont contre les taxes de manière générale. Et là-dessus, il a gagné. Les libéraux n'ont rien perdu. Mais en fait, ils ont perdu dans le sens où lui se fait connaître, lui consolide son narratif de anti-taxe, etc. Tu sais, comme toute une campagne, la axe de taxe en anglais, là, oui. ça fonctionne, ça. Là. Oui, ça fonctionne. Puis ça se voit évidemment dans les sondages dernièrement, où il est de loin le favori à gagner la prochaine élection. Pas vraiment la même chose au Québec, mais presque. Les caquistes de ça, François Legault, c'est ça, ils ont forcé le bâillon. Ça, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que dans le fond, on dit, regarde, on ferme le Parlement, puis tout ce qui reste, on vote tout de suite, puis that's it, that's all. On suspend la majorité des débats. Exact. Donc, dans le fond, c'est une façon un peu accélérée d'adopter un projet de loi. Et une façon accélérée, souvent signifie que mais d'ailleurs, signifie que tu forces l'adoption d'une certaine manière. Exactement. Alors, puis il n'est pas le seul gouvernement à avoir fait ça. Les libéraux l'ont fait, tout le monde le fait. Sauf que cette fois-ci, quand même, c'est un projet de loi quand même important. C'est la grande réforme en santé de Christian Dubé. Et tu disais au dernier épisode qu'il reste environ 300 articles à lire. Là, ils n'ont pas analysé, adopté ou à amender peut-être. Donc ça, c'est, je sais pas, c'est resté... à mon avis, regarde, à mon avis, s'ils avaient eu quelques jours de plus, ils seraient arrivés à avancer parce que, je ne sais plus, moi, si c'était 300, 400 articles qu'il y avait, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que cette loi-là, qui compte 1180 articles, c'est un projet de loi, maintenant une loi, mais il y a énormément plus, de vastes bouts de ce projet de loi-là, c'était des lois qui étaient déjà existantes, qui étaient modifiées ou avec des articles qui n'allaient pas bouger, donc sur lesquels ils allaient passer rapidement, etc. Donc, fondamentalement, là, ils auraient pu passer à travers s'ils avaient eu 3-4 jours de plus. Je crois que les libéraux... C'est les libéraux qui avaient proposé ça. Les libéraux ont proposé ça. Je pense que le gouvernement était favorable. Le Parti québécois et Québec solidaire ne l'étaient pas. Québec solidaire, pour des raisons idéologiques, ne voulait pas. Puis le PQ, c'est plus parce que Paul Saint-Pierre Plamondon disait, mais non. C'est-à-dire que on va pas jouer votre game à vous, aux caquistes. Si vous voulez aller en bâillon, grand bien vous fasse, vous avez la possibilité de le faire, vous êtes majoritaire, bâillonnez-nous, puis adoptez de force votre loi. Mais nous ne voulons pas, nous, au PQ, être complices de l'adoption d'un projet de loi avec lequel on n'est pas d'accord, d'une manière dont on n'est pas d'accord, c'est-à-dire on n'a même pas vraiment notre mot à dire, on va juste siéger 3 jours de plus, simplement pour l'adopter. Puis je comprends la position de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je comprends aussi celle des libéraux, parce que celle des libéraux, ils se disaient, tant qu'à adopter ou se faire imposer un bâillon, on aurait quand même eu la possibilité de passer à travers ce qui restait comme travail et puis avoir la possibilité peut-être de l'améliorer aussi un petit peu et d'y mettre un peu leur touche. Parce qu'il ne faut pas oublier, les partis d'opposition sont aussi là pour améliorer des projets de loi, non pas juste pour s'y opposer. Puis là, on parle quand même d'un projet de loi qui est important, projet de loi 15, désormais loi 15, qui est sur, dans le fond, c'est un peu la réforme du B en matière de santé. On avait déjà abordé ça, donc pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient en savoir davantage sur ce projet de loi, je les invite à écouter nos podcasts du printemps dernier quand ça a été déposé et puis peut-être du début de l'automne aussi, où on en avait, je pense, discuté un petit peu. En tout cas, donc, effectivement, tout ça, de toutes les manières, relève un peu du fond de cette loi-là. Puis, comme
comme je le disais précédemment, on l'avait abordé, je pense, au mois d'avril dernier, lorsque le projet de loi avait été déposé. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient savoir un petit peu le fond de ce projet de loi 15, je les invite peut-être à réécouter cet épisode-là. On va terminer l'épisode. On va revenir sur une rumeur que tu avais partie, puis peut-être que tu n'étais pas le seul. Aïe, 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 aïe. Dis pas que c'est moi qui dis pas que c'est moi qui ai parti la rumeur. Je l'ai pas parti. Certainement, tu l'avais entendu quelque part. Puis, oui. Évidemment, tu n'étais pas le seul. On parle du ministre Girard, Éric Girard, le ministre des Finances. Il y avait des rumeurs qui circulaient sur le fait que, peut-être que, il s'en fout un peu de ce qui se passe à Québec parce qu'il regarde ailleurs. Il regarde peut-être la prochaine élection fédérale pour se lancer dans l'équipe de Pierre Poilievre. Mais finalement, il y a un article hier qui est sorti dans lequel il nie ces rumeurs-là. Ouais. Mais écoute. D'abord, je sais qu'on le dit parce qu'on jase entre nous, là, mais je ne crois pas que le ministre des Finances du Québec s'en fout de ce qui se passe au Québec, évidemment. Là, c'est pas ça. On parlait plus du fait que... Enfin, en tout cas, je parlais plus du fait que... je sais pas, peut-être qu'il pourrait se faire élire dans la région de Québec et que c'est une bonne façon de plaire aux gens de Québec que d'avoir proposé de ramener les Kings parce que ça mettait un peu... Ça venait imposer la ville de Québec comme étant une ville de hockey qui pourrait être en mesure de ramener par la suite les Nordiques, etc. Bon, regarde, il y avait un peu de fantasme dans ce que je disais, puis c'était un peu étriqué. Mais cela dit, sur les rumeurs qu'il y avait eu des discussions sérieuses sur sa possibilité à lui de faire le pas et de se lancer au fédéral, oui, effectivement, elles étaient quand même assez insistantes comme rumeurs. Bon, moi, là où j'ai été très surpris, c'est que avant qu'il y ait un article qui sorte de la presse canadienne dans laquelle il dément son intention d'aller au Parti conservateur et de se présenter pour les partis conservateurs, il y a eu un article du journal La Presse dans lequel des stratèges conservateurs plus ou moins proches de Poilievre, de M. Poilievre, qui ont dit que Éric Girard, c'était vraiment pas une prise intéressante pour la CAQ, que pour Pierre Poilievre, un candidat vedette, ça veut rien dire, qu'ils étaient incompatibles, etc. Puis là, j'étais comme, oh, ça c'est quand même incroyable. Ouais. Pour deux choses. La première, très sincèrement, c'est pas vrai. Georges, on va se le dire. Un gars comme Éric Girard, là, n'importe qui voudrait l'avoir. Ça serait une excellente prise. Ben oui. Le gars, il y a quand même... Écoute, ça fait déjà plus de 5 ans qu'il est ministre des Finances du Québec, a déposé bien des budgets, c'est exactement comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui le respectent beaucoup pour son travail. Ensuite, c'est un ancien vice-président principal de la Banque nationale. Donc, c'est pas rien. C'était déjà une bonne prise par le passé. Ben oui. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il s'est présenté pour les conservateurs dans le comté du Lac-Saint-Louis, dans la région de Montréal. Non, c'est une excellente prise. C'est une excellente prise. Je ne comprends juste pas ces anonymes proches de Pierre Poilievre, la raison pour laquelle il s'attaque à la fois à Éric Girard, mais aussi au gouvernement caquiste, sachant que les conservateurs ont toujours voulu qu'il y ait un parti politique qui vienne un peu briser ce paradigme fédéraliste souverainiste qui faisait en sorte qu'au sein du Parti libéral du Québec, on retrouvait à la fois des conservateurs et des libéraux, et qui trouvaient que c'était toujours à l'avantage des libéraux fédéraux et jamais à l'avantage des conservateurs. Donc, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, beaucoup de conservateurs y avaient vu
une bonne nouvelle pour eux. Oui. La possibilité d'aller chercher plus de sièges, de créer un environnement qui soit favorable au Parti conservateur pour qu'ils fassent plus que les malheureux 10 sièges qu'ils font à chaque élection. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. C'est une excellente prise pour les conservateurs, puis pas pour n'importe qui. Ça aurait été, on s'entend. Ouais. Mais regarde, on sait jamais, tu sais, OK, il nie les rumeurs maintenant. Dans un an, penses-tu vraiment qu'il y a des gens qui vont se rappeler? Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent changer, puis il y a un discours complètement différent que tu peux avoir en ce moment-là aussi. Tu sais, on l'a déjà vu par le passé. Puis... Mais là, à mon avis, avec la réponse, parce que je crois, sincèrement, et si tu essayes d'analyser un petit peu, là, puis regarde, pour avoir été porte-parole de ministres qui lisaient ce qui se disait sur ces ministres et voyaient la réaction politique et humaine des gens, moi, je suis convaincu d'un truc, là. Je suis convaincu que lorsque Éric Girard a lu les commentaires des stratèges conservateurs à son sujet, il a dû se dire, OK, regarde, moi, je ferme tout de suite la porte à ça, là. Ils veulent pas s'associer à moi. You know what? Je ne veux pas m'associer à eux. Puis, il est sorti pour dire qu'il n'y avait pas de valeur en commun avec eux autres. Ouais. Quand tu dis que tu n'as pas de valeur en commun avec eux autres... C'est vrai. Non, la porte est fermée. Non, la porte est fermée, c'est impossible, tu ne peux plus revenir en arrière. Là. Enfin, à 99%, là, c'est fermé. Là. Le 1%, il faudrait que les deux se ravalent, tant Poilievre ou l'entourage de Poilievre qu'Éric Girard lui-même. Ouais. All right, tout le monde, on va mettre fin à l'épisode d'aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir suivis, de nous avoir regardés ou écoutés. On vous apprécie beaucoup. On vous rappelle, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi sur Apple Podcasts, Spotify, n'importe où vous aimez télécharger vos balados préférés. On est là. On est sur Instagram, Facebook et Twitter aussi. On vous voit bientôt. On a un autre épisode qui arrive la semaine prochaine, sûrement le dernier avant la fin de l'année. Donc, on vous voit encore la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au plaisir, bye.